Des femmes comme vous, c'est un balado destiné aux femmes épanouies de 50 ans et plus. Plongez dans l'univers captivant des animatrices Carole et Vicky. Avec des sujets sensibles, touchants, sérieux ou cocasses, explorez avec elles et leurs invités passionnants des thèmes riches et diversifiés dans une ambiance chaleureuse où l'ouverture d'esprit et le plaisir sont au rendez-vous. Des femmes comme vous, un balado propulsé par les Radieuses Magazines. Bonjour, bonsoir au balado des femmes comme vous. Aujourd'hui, au balado Lumière sur Adèle Blais, artiste peintre collagiste qui met en lumière des femmes oubliées qui ont marqué l'histoire. Et c'est à son tour d'être mise en lumière aujourd'hui. Alors, vous dire notre bonheur de réaliser ce balado avec Adèle Blais. Vraiment, c'est un cadeau que tu me fais parce que pour moi, c'est comme un vœu qui se réalise. En plus, dans ce lieu magnifique, Carole, qui est avec moi comme toujours, Carole Tousignan. Alors, dans ce lieu mythique du Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke, Adèle expose tout l'été. Donc, ceux qui nous écoutent, là, vous savez que vous pouvez venir jusqu'au mois de septembre pour venir découvrir les œuvres dont on va parler, mais on va parler de la peintre aujourd'hui, de la personne qu'elle est, extraordinaire, alors, qui a toute mon admiration. Alors, voilà, donc bienvenue à vous, public. Merci d'être là, d'avoir été un peu patiente avant... patiente, je dis patiente et patient. Il y a au moins un homme avec nous. Alors, voilà, donc Adèle, ça va bien? Très bien. Merci d'être là, merci pour cette présentation. C'est ça, d'habitude, je me cache derrière mes tableaux, là, c'est différent. Ouais. Tu ne peux plus te cacher derrière tes tableaux ou devant tes tableaux, tout dépendamment, tu sais, c'est ça. Alors, tu t'es habitué surtout de mettre en lumière les autres femmes parce que c'est ce que tu as choisi de faire comme artiste. Pour ceux et celles qui, en fait, évidemment, vous qui êtes là aujourd'hui avec nous, vous voyez ces chefs-d'œuvre qui nous entourent, ces femmes qui nous entourent. C'est le fun parce qu'on est des femmes, mais en même temps, on est entouré de femmes aujourd'hui, des femmes qui ont fait l'histoire, que tu as décidé de mettre en lumière. On va en parler, bien sûr. Peux-tu nous expliquer de façon plus détaillée qu'est-ce que c'est tes œuvres pour ceux qui ne te connaissent pas encore? OK. Alors, ça fait 17 ans que je peins. C'est vraiment la technique. Il y a beaucoup de questions par rapport à ma technique. C'est quelque chose que j'ai trouvé dès le départ. Ça, c'est un cadeau. Dominé. Oui, je sais pas, ça a été comme un flash, puis c'est un cadeau parce que souvent, la quête des artistes, c'est de trouver leur signature. J'ai la chance de l'avoir trouvée, d'être confortable, de la maîtriser, ce qui m'a permis d'aller creuser dans quelque chose de délicat, qui est l'histoire des femmes, l'histoire cachée des femmes, l'histoire cachée de la moitié de l'humanité, parce que c'est quand même capoté, 50% de notre histoire à tous et toutes est absente. On a construit nos sociétés en s'inspirant que de l'histoire des hommes. Mais la réalité, c'est que biologiquement, on est tous hommes et femmes à moitié féminin et masculin. Que d'exclure la partie du féminin, c'est d'exclure la moitié de qui on est. Ça a créé un déséquilibre, je pense. On l'a su, là, 20-30, il n'y a plus de banquise. Le modèle unique masculin, peut-être qu'on est arrivé à terme. Donc, creuser ces histoires-là de femmes, déterrer des histoires qui ont été maintenues dans l'ombre, c'est chargé. Effectivement. Justement, comment tu es arrivée à faire ce choix-là, en fait? De choisir Comment t'es venue l'idée de dire, moi, j'ai envie de peindre l'histoire de femmes, justement, qui ont marqué l'histoire, mais dont on parle peu. Comment c'est arrivé? En fait, il n'y a rien de très programmé, puis probablement que si je programmais ou j'avais des intentions, je n'aurais jamais commencé à peindre parce que j'ai pas de formation. Je dis souvent que c'était probablement parce que j'étais inconsciente de ce que ça représentait que je me suis donné le droit. Puis pas d'études? Non, j'ai pas d'études. J'ai pas autodidacte complètement. Autodidacte. J'ai pas d'études non plus en histoire. Donc c'est la même chose. C'est comme bon, là, on va être dans quelque chose de plus intime parce que je pense que ça prête à ça. C'est parfait. C'est parfait, n'est-ce pas? Oui. On dirait que j'ai toujours senti que j'avais quelque chose à dire. Pas que j'étais spéciale ou mieux ou quoi que ce soit, mais que j'étais porteur de quelque chose de plus que juste la personne que j'étais.
Puis, même si c'était pas évident, parce que j'ai été serveuse pendant, 20 ans de temps, jusqu'à 27 ans, ça annonçait pas grand-chose de... J'étais indécise dans ma vie, j'étais perdue, mais je pense que finalement, toutes les actions m'ont amenée à me retrouver ici aujourd'hui puis à faire une exposition au Musée des Beaux-Arts qui met en lumière l'histoire des femmes. Puis je me rappelle, à la fin, j'avais 27 ans, j'étais serveuse, puis il y a quelque chose quand on est serveur où il y a comme un sentiment d'invisibilité. Moi, je le vivais comme ça, où c'était comme si tout d'un coup, j'étais au service des gens, puis qu'ils ne voyaient pas le magnifique qui était à l'intérieur. Puis on dirait que cette charge-là, je me disais, je ne peux pas être invisible, il y a quelque chose de plus grand. Puis pourquoi avoir choisi? Qu'est-ce qui fait que tu as choisi la peinture? Parce que ça aurait pu se manifester de façon différente. Je pense que la peinture m'a choisi. Okay. Je pense que les femmes m'ont choisi aussi, d'une certaine façon. C'est comme si tous les éléments étaient juste un peu plus grands puis m'avaient forcée dans ce chemin-là. Mais tu peignais toute jeune ou... Mais comme tous les enfants, parce que la réalité, c'est qu'on a un enfant devant nous on lui donne un crayon, un papier, spontanément, il sait toujours quoi faire. Il entend de la musique, il sait qu'il faut qu'il danse. C'est pas qu'il faut, c'est quelque chose d'inné. Oui, parce que là, j'ai fait des recherches pour essayer de comprendre pourquoi les femmes s'étaient retrouvées en deuxième place. Puis je suis retournée à la préhistoire parce que c'est toujours aller plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis en fait, la survie de l'espèce s'est faite parce qu'on s'est nourri, on s'est déplacé, puis parce qu'on a été créatif. Mais dans la vie, parce qu'on a exclu le féminin, c'est comme si on avait exclu la créativité parce que c'était quelque chose qui était associé au féminin. Mais quand tu dis on exclut le féminin, c'est autant l'homme qui exclut le féminin également. Là. C'est des deux parties, là, des deux genres. Tellement. Puis l'affaire, c'est qu'exclure le féminin, tout le monde est perdant. Les hommes, c'est pas vrai. Moi, j'ai eu un gars, une fille, ils ont des besoins égaux. Ils pleurent pour les mêmes raisons. C'est dans la construction sociale où tout d'un coup, un petit gars se retrouve dans la cour d'école. Mon gars, c'est ça qui est arrivé, où il ne pouvait pas exprimer ses émotions, c'était pas bienvenu. Puis penser que les hommes sont toujours forts en contrôle, en puissance, ils ont toutes les réponses, c'est des providers, c'est pas une vraie chose. C'est pas un vrai modèle. Puis je pense qu'il y a cette difficulté-là qui se fait sentir là, au niveau du masculin, justement, dans notre société, là, qui est pas simple aussi pour eux avec tous ces changements-là. Mais toi, qu'est-ce qui fait que, tu dis, qu'est-ce qui fait que tu as eu ce sentiment-là, pas une révolte, j'ose pas dire révolte, une semi-révolte. Là, j'ai bougé, il ne fallait pas, mais vous m'entendez? Oui? OK. C'est difficile pour moi de rester immobile. Mais dans le fond, c'est qu'il y avait quelque chose qui criait en dedans, là. Puis tu avais besoin. Il est arrivé quelque chose dans ta vie, un élément déclencheur qui a fait que toi, peut-être toi-même, tu as senti une forme d'injustice, puis que... En fait, je pense qu'on le vit tous à des niveaux différents, à des degrés différents. Je pense qu'on a tous un sentiment qu'il y a quelque chose qu'on est porteur de plus grand parce que je pense que juste le fait qu'on soit en vie, qu'on ait des yeux, des oreilles, une tête pour réfléchir, tout ça, c'est de la magie. On est magique. Puis, je pense qu'on le porte à l'intérieur de nous. Je pense que la chance que j'ai eue, venir d'un modèle, d'un milieu familial super excentrique où il n'y avait pas de règlement, où il n'y avait aucune base. Je ne connaissais pas les structures du monde normal. D'ailleurs, ça l'a joué contre moi. Quand je suis arrivée dans le vrai monde, je ne comprenais rien. J'étais une immigrante dans ma propre ville, mais une immigrante pas parce que je venais d'un autre pays, juste parce que je venais d'un... Mais c'était difficile de t'intégrer socialement à l'école, aller à l'école. Je comprenais rien. J'avais pas appris aucun code de vie, comment qu'on fonctionne. Pour moi, des camisoles, je les portais par-dessus mes chandails. Les jupes, c'était par-dessus les pantalons. Je savais pas qu'il y avait un ordre dans les vêtements. Puis, donc, c'est un peu parce qu'on t'a laissé libre cours. Dans le fond, on n'a pas mis de cadre, comme tu dis. Tes parents n'ont pas mis de cadre. Des fois, il y a des bouts où c'est déstabilisant même pour un enfant. Oui. Puis il y a des volets de ce côté-là qui étaient difficiles parce que aussi mon parcours scolaire a été vraiment compliqué et tout. Mais malgré tout, cette liberté-là, ça a fait, Carole, que la lumière que tout le monde, la magie qu'on ressent tous, des fois, on ne réussit pas à l'exprimer parce qu'on se dit, mais non, je peux pas, j'ai pas le droit, voyons, j'ai pas de formation, j'ai pas ci. Moi, je sais pas c'est quoi ces règles-là. Oui. Ça n'existe pas pour moi des règlements. Fait que c'est juste, je le ressens, je vais l'écouter. Donc, tu es proche de tes émotions aussi, de ce que tu ressens. Et ça a toujours été présent chez toi parce que c'est pas donné à tous, je pense.
Mais c'est de la survie aussi. C'était mon seul repère, c'était mes émotions. Ouais. La petite voix intérieure et tout ça. Tu as commencé à 27 ans à être peintre, à développer ta technique collagiste. Je crois que, donc tu peins depuis 2007. C'est ça, en 2007-2008. Ouais, 2006, si on parle des portraits de femmes, Marilyn Monroe a été la première femme que tu as peint, est-ce que je me trompe? Non, Marilyn Monroe, c'est pas la première. Ça fait 6 ans que c'est Claudette Colvin qui est arrivée dans ma vie. En fait, Claudette Colvin, on la connaît trop peu. Oui. C'est 9 mois avant Rosa Parks, à 15 ans. Elle a décidé de ne pas céder sa place dans l'autobus en Alabama à une femme blanche. C'était une jeune fille noire, 15 ans. Puis là, il faut savoir que dans les autobus, les chauffeurs d'autobus souvent avaient des fusils, puis ils faisaient juste tirer les Noirs s'ils étaient trop dérangeants. C'était permis. C'était aussi simple que ça. Oui. C'est vrai. Donc, elle a été arrêtée et elle a eu une amende. Généralement, tout le monde disait « je plaide coupable, je paye l'amende », puis ils s'en vont. Mais elle, du haut de ses 15 ans, a refusé de plaider coupable, a refusé de payer l'amende. Elle a créé un mouvement. Et donc, il y a eu un mouvement là, dans la communauté noire. Le truc, c'est qu'elle est tombée enceinte à l'âge de 15 ans. Donc, elle était maintenant plus un bon modèle pour promouvoir la cause. Ils ont décidé de prendre Rosa Parks, qui était une femme de 42 ans, qui avait un travail. Et elle a fait exactement la même chose que Claudette Colvin, 9 mois après. Et c'est comme ça qu'il y a eu le boycott des autobus, qui a fait un gros mouvement, qui a amené vers tout le mouvement de la fin de la ségrégation. Et ça, tu t'es intéressée à cette femme-là? Oui. Pas parce que tu étais en histoire, là. Pas du tout. C'est pas à l'école, c'est une curiosité que tu as eue. Elle s'est trouvée sur ton chemin? Comme ça? Tu as lu son histoire? Tu as quelqu'un qui t'en a parlé? Ça t'a allumé quelque chose? Comment c'est arrivé, tout ça? C'est là que le déclencheur est arrivé? Je sais plus comment qu'elle est arrivée, mais c'est quand on rencontre une histoire comme ça puis qu'on décide de recevoir tout ce que ça porte. Parce que l'affaire, c'est que c'est... Probablement que j'en ai déjà rencontré des histoires comme ça dans ma vie avant, mais de décider de l'entendre pour de vrai, ça l'impose qu'il allait avoir une transformation profonde de qui j'étais, moi, de la relation que j'avais avec mon conjoint, de la relation que j'avais dans ma famille. Ça résonnait à ce moment-là, pour toi, dans ta vie personnelle. C'est ça. Oui, puis au-delà de ça, c'est que probablement que j'ai déjà rencontré d'autres femmes comme ça qui auraient pu m'inspirer, mais... de connaître ces histoires-là, de décider de connaître, il y a une forme d'exigence parce que ça transforme réellement. Ça t'a aidé dans ton... C'était un processus un peu catharsis, peut-être, de faire ce travail-là d'exploration, de voir qui elle était, de voir leur courage à certains niveaux, parce qu'ils ont toutes fait preuve de courage dans leur vie, ces femmes-là, quelque part. Quand on lit ça, fait preuve de courage dans des situations où elles étaient victimes d'injustice. Puis j'ai envie de peut-être me rapprocher de toi dans ce que tu vis. Une femme artiste peintre autodidacte au Québec aujourd'hui. Est-ce que il y a eu t'as-tu senti à un moment donné, t'as-tu vécu une forme d'injustice ou de... Préjugés, même. Oui. Bien, surtout au début, j'avais l'audace de commencer à peindre. Déjà, ça, j'ai essayé d'aller chercher du support dans la communauté artistique, puis j'étais pas, tu me disais, va faire autre chose. T'étais pas en publicité ou il y avait une résistance parce qu'on accorde beaucoup d'importance au diplôme. Puis là, j'avais pas de diplôme. Mais rapidement, ce qui s'est passé, j'avais un atelier dans Hochelaga Maisonneuve, juste pour faire une histoire courte. En fait, j'allais reconduire mon gars à la garderie, puis j'étais serveuse, je me sentais plus à ma place. Tout ça, c'était comme une espèce de... J'étais comme dans une incohérence, puis une frustration, parce qu'il faut savoir que pour changer, il faut être assez fâché pour changer, parce qu'on change pas autrement. J'avais commencé à être très, très fâchée. Il y avait de la colère en toi. Oui, tout à fait. Ça a été comme un moteur. Oui. Un moteur. Puis j'ai reconduire mon gars à la garderie, puis il y avait un local qui était pignon sur rue, puis je le trouvais vraiment chouette, puis il était marqué « Atelier à louer ». Puis là, j'ai appelé le gars, mais à ce moment-là, j'avais $0. Puis on s'est parlé pendant 1 heure de temps, ça a été super agréable. Puis comme partout dans ma vie, ça a été des gestes très spontanés, très intuitifs. Puis après ça, c'est la rencontre humaine. Là, on s'est parlé, c'était super agréable. Puis il me dit à la fin, il dit « Oui, c'est quoi ton budget? » Là, on parle d'un 800 pieds carrés avec des vitrines. Là. C'est grand comme ici, c'était magnifique, un super beau local. Je dis « Bien, 50$ par mois. » Mais je jokais pas, c'était ça mon budget.
C'est en quelle année, ça, là? 2006. Ça fait pas si longtemps, là. Ouais. Puis il m'a dit, OK, viens me rencontrer lundi. OK. Wow, Finalement, il m'a laissé. Ça, c'est vraiment vraiment. Il m'a laissé le local osé. gratuitement pendant 6 mois de temps parce que lui, il partait. Il une partait connexion, une réelle connexion entre les deux. Oui. Probablement. Oui, puis en fait, je lui rendais service parce qu'il partait en Westphalia avec sa blonde pendant 6 mois de temps faire le tour du Mexique et qu'il était content qu'il y ait quelqu'un sur place. Puis je pense qu'il réalisait pas que c'était du mécénat ce qu'il faisait. Puis à partir du moment où j'ai lu vitrine, au départ, j'avais un tableau dans la vitrine puis tout le reste du local était vide. Tranquillement, pas vite, j'ai commencé à faire des tableaux. Puis, je me rappelle d'une fois, il y avait des tableaux en vitrine. Puis, quand je suis arrivée, il y avait une femme de Schlaga. Puis, je ne sais pas si vous connaissez un peu le quartier. C'est un quartier qui est très défavorisé. Oui. Il y avait une femme qui était là. Puis, elle a dit, j'étais un peu grognonne. Puis, elle a dit, voyons, c'est quoi tout ça, là? Puis là, je dis, c'est quoi ces collages-là? Oui, je pense que sincèrement, elle ne savait pas qu'il y avait des gens qui faisaient des tableaux, que c'était une chose, tu sais. OK. Aussi simple que ça. Fait que là, je dis, c'est moi, je fais des petites peintures. Tu sais, j'étais au début, j'étais pas sûre. Elle dit, je sais pas pourquoi, là, mais ça me touche. Ah, pour vrai, c'était comme ça c'est pour cette raison-là qu'elle posait la question, parce qu'elle était déjà touchée. Oui. Puis pour moi, ça a été la confirmation. En fait, c'était ça. C'est pas d'avoir un diplôme, c'est pas d'avoir la reconnaissance, c'est pas ça, c'est juste l'idée de toucher. Alors, tu disais, si je reviens à ma question de l'injustice, si toi, tu disais au début, on ne te prenait pas au sérieux, puis là, tu dis, je suis allée reconduire mon garçon, j'ai vu ce local-là, puis après, qu'est-ce qui est advenu? Est-ce que tu as eu d'autres, je sais pas, des obstacles ou de la réticence? Toujours. Puis d'autant plus que ma démarche, justement, c'est quelque chose de très proche des émotions. Supposons quand je fais des demandes au calque, je les ai jamais. J'ai pas les subventions. Je suis pas retenue. Pourtant, j'ai un dossier béton. Puis souvent, je me dis, crime objectivement, il me semble que c'est pas pire, mais j'ai pas l'approche classique, si on veut. Aussi, si on pense à des grands maîtres de la peinture, je pense qu'on va penser plus spontanément à des hommes plutôt qu'à des femmes. Donc, c'était difficile de faire reconnaître ce que tu fais comme... Tu sais, tu me disais l'autre fois, le fait que je fasse que le même style, par exemple, de portrait, etc., ça c'était comme une contrainte et non pas un atout. Oui. Je pense que la perception, puis là, tu sais, il faut savoir là, que là, s'il y a des gens qui écoutent, probablement que, en tout cas, ça sera ce que ça sera, là. Parce que prendre une prise de parole, ça implique beaucoup de choses. Ça implique déranger. Puis ça a été peut-être le plus gros deuil que j'ai eu à faire, d'arrêter de plaire tout le temps. On a souvent ces enjeux-là. Moi, ça a été un mécanisme de survie, être aimé de tous et penser que j'aimais tout le monde. Mais c'est pas vrai, tu sais. Puis accepter qu'on n'aime pas tout le monde ou qu'on tient pas à plaire absolument à tout le monde, c'est aussi accepter le fait qu'on va déplaire, mais pour honorer notre authenticité. C'est que ça a été un long processus aussi. Là, mais... Est-ce que tu as eu des périodes de découragement, justement? À cause de ça? Ou de doute? Ou as-tu pensé abandonner? Ben oui, tout le temps. Il y a des fois, je suis tellement à bout, là. Parce que l'affaire, c'est de faire le choix de s'exposer à toutes les fois. C'est faire le choix de présenter ce qu'on est, présenter ce qu'on fait. Il y a des fois, c'est fatigant. Puis c'est que, tu sais, là, on voit le salaire bien puis super glorieux, mais tous les réseaux sociaux, c'est d'une lourdeur incroyable. Je fais des panic attacks à chaque fois. Je me réveille dans la nuit, je change mes posts. J'aime pas ça. J'ai pas besoin de présenter mon jeu. J'ai pas besoin de partager ma vie intime. Sauf que je réalise que j'ai pas le choix de me prêter un peu au jeu parce que, surtout depuis la pandémie, les lieux d'exposition étaient de plus en plus difficiles. C'est pour ça que là, cette exposition-là, je rends grâce. Idéalement, pour moi, ça serait de ne pas faire de réseaux sociaux. Je trouve ça difficile, puis ça, souvent, ça me prive de plaisir. Puis c'est que je dis ça, puis en même temps, je suis super obsédée. Je regarde tout le temps. Il faut que, à tout bout de champ, je délite mon application de Facebook parce que sinon, je deviens obsédée. Je regarde les likes, je commente toujours parce que là, je veux qu'il y ait de l'action. Puis là, Facebook, ils font de la censure. J'ai le malheur de mettre le mot politique, Oui, parce que là, tu as des actions aussi sur Facebook. Là, oui, tu parles de tes œuvres, on voit ce que tu fais, mais tu sais, moi, je t'ai connue d'ailleurs comme ça, un peu avec
ton livre Sublime, au départ, tu avais fait une activité de sociofinancement pour partir ce livre-là. Est-ce que l'application, c'est l'application, c'est l'application, c'est ça. Et puis, en fait, donc évidemment, l'utilisation des réseaux sociaux, c'est très, très utile dans ces cas-là. Ça t'a permis quand même d'avancer. Donc, autant ça peut être un outil qui a été probablement très intéressant pour toi de trouver l'équilibre. Mais l'équilibre, il n'y a pas d'équilibre avec les réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux, ça non, il n'y a pas d'équilibre. La seule façon, c'est supprime, reprends, supprime, reprends. Oui. Mais dans le fond, les réseaux sociaux, c'est au niveau de la promotion ou c'est ce qui se dit sur les réseaux sociaux, les commentaires, des fois qui sont peut-être pas toujours... Non, les gens sont quand même gentils avec moi dans les commentaires. C'est plus avoir fait de la promotion, d'entretenir le réseau, tout ça? L'autopromotion. OK, l'autopromotion. OK, qui est exigeant. Oui. Okay. Ouais. Puis, il s'est passé aussi avec l'application de réalité augmentée quelque chose de plus difficile. Fait que ça m'a... il y avait des gens qui étaient là tantôt. Oui. Cet automne, j'ai frappé le fond. Ça demande aussi, parce que l'affaire, c'est que je suis pas juste une artiste, je suis une entrepreneur aussi. Fait que je débloque des projets, mais c'est moi qui finance toute l'auto-édition. C'est moi qui les ai financés, les 2 livres. Ça veut dire que s'il y a un projet qui fonctionne moins bien ou qu'il se passe quelque chose, c'est aussi, il y a beaucoup de conséquences à plein de niveaux. Oui, parce qu'il y avait l'engagement des gens dans ce projet-là, puis tu n'as pas pu honorer finalement dans ce projet-là spécifiquement, là, oui ou non? Bien, c'est plus ou moins ça parce qu'en fait, les gens qui achetaient des contreparties, ils ont tout eu ce qu'ils étaient supposés d'avoir. C'est juste que j'étais supposée de donner une application pour faire une longue histoire courte. Dans ce projet-là, c'est mes tableaux qu'on peut voir de proche parce que pendant que tout le monde est en pandémie, je voulais pouvoir offrir une exposition dans notre salon. Puis c'est la réalité augmentée, c'est une technologie vraiment exceptionnelle. Il y a peu de gens qui réussissent à faire ça. J'ai fait affaire avec une amie, une maison de production. Là, Martin, elle me présente Martin, il est super bon. Il fait une application absolument incroyable. Puis là, je réussis à recruter Marion Cotillard, Pascal Bussière, Dominique Michel, Christine Beaulieu, Ingrid Falaise, Caroline Davernas. Toutes ces femmes-là, j'ai travaillé avec elles pour enregistrer les textes qu'elles lisent pendant qu'on peut regarder le tableau. C'est un projet exceptionnel. Ce qui arrivait, c'est ça, c'est un projet pour honorer les femmes. Puis, Martin avait toujours des délais. Il était tellement engagé, il voulait tellement bien faire tout le temps que c'était toujours, oui, demain, 100% après-demain. Fait que là, j'ai perdu des partenaires dans le processus. Moi, il faut savoir, c'est un investissement de 100 000 $ de mon argent personnel dans ce projet-là. Puis, c'était toujours demain, après-demain, à ta fête, de 9 août, dans 6 mois, jusqu'à temps qu'il y avait 1 an et demi de retard. Puis, j'ai eu comme un 2x4 qui m'a frappée quand j'ai réalisé tout mon travail, c'est pour honorer l'histoire des femmes qui a été maintenue au silence, principalement par des hommes. Dans le plus grand projet de ma vie, dans mon plus grand investissement, où il y a 40 femmes qui se sont mises en communion ensemble pour honorer l'histoire des femmes. C'est un homme qui retient le projet. Fait que... Est-ce que ce projet-là, tu crois qu'il pourra se mettre arriver à terme éventuellement? Oui, on travaille encore, mais c'est certain qu'il y a peu de gens qui peuvent faire. Puis, c'est ça. Là, après ça, il y a plein d'autres choses qui découlent. Mais disons qu'à l'automne, je ne voulais plus rien faire. Qu'est-ce qui t'a redonné le petit oomph pour poursuivre, là? Parce qu'évidemment, il y a eu cet événement-là, puis après ça, tu as pris un temps, tu t'es déposé, tu as fait un deuil de ça, et puis après... Non, j'ai été dans mon cocon. Souvent, je fais le parallèle du papillon. Là. J'ai été dans un cocon juteux. Je me suis liquéfiée. Qu'est-ce qui t'a fait sortir du cocon? Le temps. Le temps. Accepter que des fois, c'est vraiment difficile. Accepter le désespoir, parce qu'il y a des désespoirs dans la vie. Puis, j'ai réalisé que j'avais des mouvements on appelle ça du bittersweet, là, en anglais, mouvement d'âme, comme ça, accepter qu'il y avait des creux, puis des laissés-passer, puis le temps, puis après ça, un voyage au Costa Rica, puis là, c'est là où la symbolique du papillon est super forte. Là-bas. Exactement, puis il y avait, où on était, un gros papillon qui passait à la même heure à tous les matins, puis là, j'ai décidé que, Tu sortais du cocon, comme le papillon. OK, ça a été inspirant. Je t'écoute, Adèle, puis je peux pas m'empêcher de penser à ton livre, ton dernier livre, ton deuxième. Forte. Forte.
ça te va bien, je trouve, là. Hein? Forte, tu as choisi ce titre-là parce que tu considères toutes ces femmes-là que tu as peint fortes, mais tu l'es toi-même. En étais-tu consciente? Bien, je pense qu'on l'est tous et toutes. Juste de braver les épreuves de la vie, ça demande tellement... Moi, je trouve que les femmes sont fortes. Je nous trouve fortes dans la vie. Dans la vie d'une femme, c'est quand même... enfin, il y a plusieurs défis. On pourrait faire un thème juste là-dessus pour un autre balado. Si on revenait, mettons... quand tu... As-tu une forme de rituel ou de processus quand tu peins? Là, quand tu as une idée, les idées arrivent, est-ce qu'ils arrivent plus le soir, la nuit, ou ça arrive... Est-ce que tu as une méthode ou un rituel ou une façon de faire? Comment ça part, là, quand tu commences tu veux peindre quelque chose? Comment ça... Je pense que c'est un état global. J'ai pas de difficulté à trouver l'inspiration parce que des histoires inspirantes, il y en a partout. Je suis vraiment excitée quand je découvre des histoires. Puis là, je me dis, ben c'est pas croyable. Puis là, je deviens comme emballée. Puis... Tu découvres? Est-ce que tu cherches une histoire ou les histoires arrivent par hasard? Tout ensemble. En faisant de la recherche sur une, sur l'autre et tout ça, j'imagine qu'il y a il y a quelqu'un qui t'intéresse, une femme qui t'intéresse plus que d'autres. Il faut dire aussi pour les gens qui te connaissent, on parlait des œuvres, mais en fait, tu accompagnes tes œuvres de texte parce que pour arriver à l'œuvre, il y a tout un processus de recherche que tu dois faire, que tu fais, tu dois faire, en fait, que tu as choisi de faire. Peux-tu nous parler un peu de ce travail-là? C'est un travail de recherche. Je suis toujours à la recherche de trésors. Puis c'est ça, l'histoire, c'est faire des découvertes incroyables. Puis c'est de comprendre un peu mieux qui on est, aussi comme société, mais comme personne. C'est arrivé, avec Claudette Colvin, c'est une porte que j'ai ouverte que je ne peux plus fermer. C'est impossible d'ouvrir cette porte-là, de réaliser tout ce qui nous manque, les injustices, parce qu'on va dire les vraies choses. L'injustice que les femmes ont vécue est démesurée, puis c'est juste parce qu'elles étaient femmes. Il n'y avait aucune autre raison. On nous considérait, puis c'est les hommes qui nous considéraient, mais les femmes se considéraient moins intelligentes. Puis de penser que c'est contre un projet, contre les hommes, c'est faire fausse route. Vraiment, tu sais, je le vois, je l'ai constaté à travers les portraits que j'ai faits. Il y a plusieurs hommes qui ont soutenu les femmes. Ils ont souvent payé très cher pour l'avoir fait. Il y a beaucoup de femmes qui ont travaillé contre les femmes aussi. Donc, c'est ça. Puis c'est pas facile à voir parce que c'est beaucoup plus facile, la posture de dire c'est juste la faute des hommes. Ça me conforte. On a une posture à avoir aussi là-dedans. C'est confortable. Puis, oui. Mais surtout quand c'est culturel, où tout l'environnement, où la société pense ça, évidemment, puis même encore aujourd'hui, il y a encore beaucoup de biais là, par rapport à... On a perdu le micro d'Adèle. Non, on va régler la technologie. Est-ce qu'on peut continuer, Martin, ou on entend? On va passer le micro, oui, tout à fait. Je peux me rapprocher même. Alors, juste, j'ai perdu mon idée, en fait. Je voulais dire... En fait, tu parlais que, c'est qu'on a un certain rôle, finalement. Là. C'est pas juste dire, c'est la faute des hommes, chacun a... Puis l'histoire se répète, en fait, aussi. Là. Bien, c'est plus facile de se voir juste comme une victime puis de dire la faute, c'est l'autre. Parce que quand on prend conscience qu'on a participé à la situation ou au problème, ça implique qu'il faut faire des changements dans notre propre vie. Puis ça l'impliquait aussi des changements dans ma vie. Quand j'ai commencé à creuser ces histoires-là, j'ai pas eu le choix de regarder mon propre comportement, la relation dans laquelle j'étais, où il y avait quelque chose où je m'étais domestiquée beaucoup. Venant d'un milieu où je connaissais pas les codes, je me suis dit, ce qu'il faut que je fasse, c'est comme ce qui se passe à la télé. J'ai essayé de reproduire. On a bien fait un modèle parfait des années 50. Puis quand j'ai réalisé ça, il y avait quelque chose de très domestiqué dans ma façon d'être. J'avais choisi de faire ça. Fait que ça j'ai envoyé ça en l'air. C'est de ça que je parle dans Forte. Mais là, c'était tous mes repères aussi qui étaient là. Ma façon d'interagir avec mes proches. C'est pas comprendre qu'on n'est pas juste la victime, comprendre notre histoire, comprendre d'où on vient. Ça impliquait beaucoup de travail personnel aussi. J'étais en thérapie, en fait, depuis 6 ans. En thérapie avec des thérapeutes. C'est pour mon équilibre mental, mais au-delà de ça, c'est juste ces rencontres-là avec ces femmes-là. C'est toujours des enseignements, c'est toujours des
des pas vers une compréhension plus grande du monde dans lequel je suis. Est-ce que ça t'amène, ça te nourrit? J'en comprends que ça te nourrit. Est-ce que ça te pousse justement à vouloir poursuivre dans cette voie-là? Je peux pas arrêter. Non. C'est pas possible. Donc, c'est trop important. Tu vois ça vraiment à long terme. Là. Donc, tu te vois pas arrêter de faire ça. Donc, on va avoir la chance d'en connaître plus de femmes. C'est ça que ça veut dire aussi pour nous, là. Parce que tu nous les fais connaître, ces femmes-là, par leur histoire. Moi, j'en ai découvert plein que je connaissais pas. Oui, tu as fait des portraits de femmes plus connues. Maria Callas, Marilyn Monroe. Différentes femmes qui sont plus connues artistiquement parlant. Même, au niveau de l'histoire aussi, mais au niveau de la politique, au niveau de la place des femmes dans la société. Alors, je pense qu'il y a tellement, effectivement, à faire. Est-ce que tu as eu, une fois que tu as t'as trouvé là, les textes, tu t'es documenté, tu as lu, tu as regardé, je pense, des documentaires et tout ça, tu m'expliquais ça. Une fois que c'est fait, comment tu commences? Est-ce que tu commences l'œuvre en faisant la recherche? Ou tu finis la recherche, tu dis, OK, là, je pense que j'ai fait le tour et je me mets à quatre pattes parce que toi, tu travailles à terre avec tes collages et tout ça dans ton atelier. Et là, je sais pas, moi, tu fais un blitz pendant je sais pas combien de temps. Comment ça se passe? Bien, je vais recommencer. Au tout début, j'ai pas beaucoup de règlements. Fait qu'il n'y a pas vraiment de façon de faire. Et c'est très aléatoire, comment je le sens. Des fois, je vais voir une image que je trouve inspirante, je vais faire imprimer, puis après ça, je vais aller lire l'histoire. Tu sais, dans le sens que des fois, je suis interpellée par différentes choses. Travailler à genoux, par terre, je le fais de moins en moins. Mes pauvres genoux me le permettent. Je vieillis un petit peu, puis j'adore vieillir, sauf que mes genoux, quand c'est plus difficile en tailleur, je le fais de moins en moins. C'est vraiment, mais oui, généralement, je vais faire des longues recherches, des fois avant, des fois pendant. Des fois, je vais travailler sur plusieurs tableaux en même temps, des fois seulement sur un. Je descends les tableaux le soir, mon atelier est en haut chez moi. Puis le soir, je descends les tableaux de l'atelier. Puis en écoutant la télévision avec mon chum, je vais travailler sur mes tableaux. Donc, c'est des journées souvent qui vont commencer à 8 heures le matin, qui vont se terminer à 11 heures le soir. Mais tous ces moments-là, je les fais dans un pur bonheur. Tout, c'est ça. J'allais te demander s'il y avait des choses que tu aimais, que tu préférais, mais tout le processus. Tu adores tout le processus, en fait, là. Moi, il y a quelque chose qui vient de me popper là, dans l'oreille quand tu as dit « j'adore vieillir ». C'est rare qu'on entend ça quand même. Je suis curieuse. Comment? T'adores vieillir? Tu veux nous en parler un peu? Bien, exactement. Ça revient un peu à la déconstruction, je pense, du modèle qu'on s'est fait du féminin. On nous a présenté les femmes, pour être une femme, il faut être belle, il faut avoir des grands cheveux, il faut être très séduisante. On peut être intelligente, pas pire, mais pas trop. Il y a tout un modèle, puis du moment où on défonce ça, puis qu'on constate que... puis j'ai eu des épreuves dans ma vie, puis là, je pourrais en parler. J'ai eu des épreuves dans ma vie qui m'ont forcé à creuser quelque chose qui était plus... ma beauté intérieure. Je me rappelle d'une phrase que ma mère m'avait dite quand j'étais jeune. Je me trouvais pas particulièrement belle, pas laide, mais tu sais, dans le sens... Puis là, j'avais dit, je pourrais être autrement, puis elle m'avait dit, Dieu, pas tant au sens chrétien du terme, mais tu sais, elle m'a dit, Dieu t'a fait au plus parfait de ce que tu peux être. Puis ça m'est toujours resté, tu sais, l'idée que j'étais la perfection, la plus grande perfection que je pouvais être. Donc, il n'y avait comme pas de complexe. J'ai pas grandi avec des complexes. Ceci dit, j'avais franchement réalisé rapidement qu'il y avait des filles qui étaient plus jolies que moi, qui dégageaient quelque chose de plus cochon, qui attirait plus le regard, J'avais pas ça, sauf que j'ai toujours senti que j'avais une pas pire personnalité, tu sais. Mais quand je me suis séparée de ma relation de 20 ans du père de mes enfants, j'ai rencontré un homme d'exception qui, la première fois que je me suis assise avec lui, il m'a dit « Moi, je suis féministe ». À ce moment-là, moi, je ne pouvais même pas dire que j'étais féministe. Pour moi, féministe, c'était une femme compliquée, qui dérange, qui fait trop de bruit. On se comprend, j'étais dans une ancienne vie avant. Jusqu'à temps que je me mette à creuser, puis ça m'a vraiment bouleversée qui dit ça, puis il l'assumait complètement, puis il reconnaissait les injustices que les femmes avaient vécues. Déjà, ça, je trouvais ça impressionnant. Mais je suis allée creuser sur c'est quoi la définition du féminisme. C'est l'égalité entre les genres.
c'est pas un problème, c'est un super beau, c'est un concept magnifique. Mais être avec cet homme-là, qui est beau, brillant, gentil, profondément gentil, c'est un homme majestueux. Wow. Puis je pensais pas avoir le droit d'avoir un homme comme ça, fait que mon mécanisme de défense ou de destruction, c'est que j'ai tout perdu mes cheveux, ou à peu près. C'est drôle parce que... Est-ce que tu l'as rencontré? Au début de notre relation, on est déménagé ensemble, puis là, je me disais, bien, je peux pas être avec un homme aussi incroyable que ça. Donc, j'ai à peu près tout perdu mes cheveux, puis il a fallu que je fasse un exercice de reconnaître la beauté intérieure. Je sais que ça paraît un peu... mais c'est que je ne pouvais plus me définir, parce que j'ai essayé de me mettre des couettes, des rallonges, des ci, des ça. Ça ne fonctionnait pas, ça me donnait mal à la tête, ça arrachait mes cheveux. Puis c'était d'honorer autre chose que la beauté extérieure. Puis de faire ce chemin-là, nécessairement, c'est d'aimer le fait de vieillir, parce que j'aime 100 fois plus la personne que je suis aujourd'hui versus celle que j'ai été à 20 ans. Est-ce que la rencontre avec cet homme-là coïncide avec quand tu as commencé à peindre ces femmes-là, ou c'est le hasard a fait que tu as rencontré quelqu'un? Vicky, elle veut répondre. Je pense que ça vient tout ensemble. Okay. J'aurais pas été capable de recevoir un homme comme lui si j'avais pas déjà honoré la femme que j'étais. Okay. Et j'aurais pas pu honorer la femme que j'étais et honorer ces femmes-là dans mon ancienne relation. Okay. Ceci dit, ma première relation m'a appris énormément de choses que j'avais besoin d'apprendre. Les codes sociaux, c'était avec lui que je les ai appris. J'ai appris la structure. C'était un environnement, un ensemble structuré qui fonctionne bien. Dans la société, j'ai appris les codes. C'était parfait. Je pense que c'est ça que j'allais chercher aussi. C'est juste qu'après, c'était pas un lieu pour déployer mes ailes. Pas mon lieu. Ça peut être le lieu de quelqu'un d'autre, c'est pas le mien. C'est vraiment fascinant de t'entendre parler du processus dans ta vie, en fait. Oui, de processus artistique, mais je trouve que ça va tellement au-delà que du processus artistique. C'est comme si c'est vraiment l'évolution de ta vie avec tes œuvres c'est ce que je comprends dans ce que tu dis, qui t'ont fait grandir, mais qui ont fait aussi que ces œuvres-là, sont belles, sont inspirantes. Et bien, je comprends ta volonté de vouloir poursuivre. Tu vas être vraiment, je ne sais pas, à 80 ans, quand on va se rencontrer, là, quand on va avoir 80, mais là, ça va être quelque chose quand même. Hein? Tu nous racontais que toi, tu aimais vieillir. Là. Oui, c'est ça, mais comment elle est déjà extraordinaire. Imagine à 80, toute l'évolution qu'elle va avoir. Qu'est-ce que tu trouves le plus fabuleux dans le fait de vieillir? Aimer vieillir. Parce qu'on est tous suspendus à tes lèvres. Oui, non, mais le plus fabuleux, c'est de ne pas résister à la vieillesse, puis d'aimer vieillir. Je pense que notre plus gros frein, c'est de toujours vouloir autre chose qu'on ne peut pas avoir. C'est impossible d'être jeune quand on vieillit. Tu sais, fait que c'est comme une quête vers quelque chose qui est perdu d'avance. On peut honorer qui on est en s'offrant des douceurs, en faisant des trucs qui nous font du bien. Puis, tu sais, après ça, je pense que ça peut s'articuler de plein de façons. Puis c'est comme ça qu'on honore le fait de d'avancer en âge. J'ai pas de jugement par rapport à rien, mais j'aime chaque journée qui avance. J'aime qui je deviens, comment mes relations avec les gens se transforment parce que je me rapproche toujours de plus en plus de mon authenticité. Puis, je vais juste préciser quelque chose, c'est que depuis tantôt, je parle de mon processus, mais toujours aussi en écho avec des hommes dans ma vie. Oui, parce que les hommes font partie de ma vie, ils font partie de la vie de tout le monde. Vous avez tous des pères, des frères, tu sais, des fils. La même chose pour les hommes, de refuser l'émancipation des femmes, c'est quand même... ce serait comme d'exclure aussi toute une grande partie de leur vie. Et maintenant, tu parles des fils. Moi, mon fils me fait travailler énormément parce que c'est un garçon d'une autre génération. Et maintenant, j'ai un autre volet. C'est pas juste la femme en relation amoureuse avec un homme, c'est la mère avec un fils qui essaie de le guider à travers ces mouvements-là, les femmes qui s'émancipent, la place des hommes qui est toute mélangée. Oui. J'apprends énormément. Des fois, c'est piquant. Des fois, on s'accroche, mais en même temps, il est brillant. Il m'aide à mieux comprendre, mieux articuler, moins juger aussi, parce que ça serait facile de le pointer juste du doigt. Oui.
Dans le fond, c'est que ton œuvre, c'est de faire valoir des femmes qui n'ont pas, justement, qui n'ont pas été reconnues, mais c'est pas en réaction contre les hommes. Puis ça, peut-être pour certaines personnes, ça peut être difficile de faire la distinction. Puis tu nous racontais justement, lorsqu'on s'est parlé il y a quelques semaines, qu'il y a de plus en plus d'hommes qui achètent tes œuvres. Alors donc, ils ne se sentent pas nécessairement menacés ou... Ben, oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est juste important dans le sens que les hommes ont été très durs avec les femmes aussi dans l'histoire parce que c'était pas pour mal faire, c'était pas direct. C'est juste parce que ce qu'on nous enseignait partout, c'est que les hommes étaient dominants, qui étaient justifiés de dominer leurs femmes, le système, la société faisait en sorte que les femmes n'avaient pas de droit de vote, pas le droit d'avoir de compte de banque. C'est énormément d'injustice juste parce que c'était des femmes, puis on nous a fait à croire, on s'est fait à croire qu'on était moins intelligentes et qu'on valait moins, ce qui est quand même capoté, parce que là, tu sais, on se comprend, là, on se regarde ici, c'est fou, moi, tu sais. Mais c'est que ça existe encore beaucoup dans le monde. Ouais. On n'est pas sorti du bois, là. On est chanceux de vivre où est-ce qu'on vit et d'avoir eu des femmes qui ont fait ces batailles-là, mais c'est pas gagné. C'est pas gagné ici et c'est loin d'être gagné ailleurs également, donc dans le monde, sur la planète. Tantôt, en entrée de jeu, tu faisais référence aux enjeux planétaires. Des fois, je me dis, bon, ben, c'est l'environnement et les femmes qui vont sauver le monde. C'est un peu ma croyance avec les hommes. Oui, c'est ça. Je pense que c'est être en communion. Puis je pense que les peuples des Premières Nations, ça, il y a quelque part où le genre, ça n'a pas rapport, en fait. On est des humains avant tout. Puis travaillons en communion ensemble et pas l'un contre l'autre. Et on a beaucoup à apprendre encore. Hein? Puis on apprend de l'histoire des Autochtones juste chez nous. Oui. Hein? Là, ça c'est révélé. J'ai l'impression qu'on est dans une ère aussi où on révèle beaucoup. La parole est là autant pour les femmes, pour les peuples autochtones. Malheureusement, il y avait beaucoup d'ignorance. On subissait beaucoup d'ignorance par rapport à ces réalités-là. Ben, moi, les femmes, mais quand même, oui, les femmes aussi. L'ignorance, dans le sens qu'on les connaît pas. Hein, tu en fais preuve. Est-ce que là, je suis curieuse, dans toutes les femmes que tu as pu rencontrer dans les histoires, là, je parle de tes œuvres, est-ce qu'il y en a une ou plusieurs, ou lesquelles t'ont marqué le plus, ou t'ont fait cheminer le plus, ou je sais pas comment marquer, peu importe le sens, là, que ce soit dans le cheminement, quand tu les as peints, est-ce que j'imagine qu'il doit y avoir une espèce d'énergie aussi qui se passe. Moi, je vais te dire, quand je suis venue ici voir ton exposition, mais avec pas de monde dans la salle, j'étais avec mon ami, justement, qui est là. Et puis, je ressentais vraiment une émotion très forte d'être avec toutes ces femmes rassemblées. Vraiment, ça m'a vraiment émue. Mais je me posais la question individuellement, quand tu les peins, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe ou ça s'est passé avec une ou plusieurs d'entre elles? Ça me touche beaucoup ce que tu dis. C'est émouvant parce que c'est beaucoup de grandes histoires qu'on connaît trop peu. Puis l'affaire, c'est qu'on ne sait pas qu'on ne connaît pas. C'est toujours un peu choquant. Je fais toujours l'affaire, nommez-moi une femme dans l'histoire, à part Marie Curie. Puis là, souvent, oups, on est limité, là. C'est qu'on ne sait pas, qu'on ne nous a jamais enseigné l'histoire des femmes. En fait, dans les livres d'histoire, ben là, c'est la source que j'ai, c'est seulement en France, mais c'est une femme pour 5 hommes dans les livres d'histoire. Donc, il y a très peu de représentation, puis ça va souvent être un petit paragraphe tout simple à côté. Je ne pourrais pas dire qu'il y a une femme plus qu'une autre. Ça serait comme dire que j'ai un enfant préféré. Oui, je comprends. Je peux pas. Je les aime toutes. Il y en a, tu sais, certaines comme Rosalind Franklin, qui est quand même celle qui a fait la plus grande découverte du 20e siècle, qui a découvert l'ADN à double hélice. C'est ses 3 collègues qui ont volé ses résultats puis qui sont allés récolter le prix Nobel à sa place sans jamais mentionner Rosalind.
Franklin. Et c'est ça, c'est pas la seule non, qui s'est arrivée. C'est pas la seule. Il y a plusieurs histoires comme ça. Là, c'est sûr que pour l'exposition ici, Anna Canfield, on a lancé avec Gabriel Martin, qui est le vice-président du musée ici de l'Histoire, qui m'a suggéré Anna Canfield, qui en fait était la femme de Gilbert Hayat. On dit Gilbert Hayat. Le fond est juste à côté, Hayat. Oui, exactement. Le pont est juste à côté ici. C'était sa femme. Lui est reconnu comme le fondateur de Sherbrooke, mais en fait, avant sa mort, il avait tout perdu les terrains de Sherbrooke. Et c'est Anna qui, avec son argent personnel et avec des lettres rudement bien écrites, qu'elle a écrit à la couronne, qui a récupéré les terres qui sont maintenant le centre-ville de Sherbrooke. Si c'était un homme, il n'y a pas de doute, il aurait été reconnu comme cofondateur. Alors, on a lancé une pétition, puis déjà à la ville, ça bouge, les gens sont tout le monde est réceptif. Donc, Anna Canfield, dans cette exposition-ci, pour la région, franchement, pour moi, c'est très important. La pétition est en cours présentement là, sur Facebook, notamment. Oui, quelle belle initiative, vraiment. C'est un des combats. Quand on peut dire que ça dépasse l'œuvre, là, on est dans le concret, là. On est dans un projet très concret, politique et tout ça. Donc, on amène des changements de mœurs, mais des changements très concrets. Juste parce que ça, c'est super important, c'est que ça revient un peu à ce que je disais, c'est que l'affaire, c'est qu'ouvrir la porte, s'imprégner de ces histoires-là, ça transforme. Puis, il y a comme, pour moi, c'est venu avec une espèce d'exigence de cohérence. Je peux plus être incohérente dans ma vie. Puis du moment où j'ai compris ça, je peux plus juste dire « Ah, je sais que Anna Canfield a été comme fondé la ville, mais je vais faire comme si c'était pas important, puis je vais être celle qui va juste... » Non, maintenant, je suis celle qui prend la pétition, qui dit « OK, je lance une pétition, puis je contacte tous les gens, puis je vais en parler sur toutes les tribunes. » Ça demande un engagement, mais c'est magnifique. Puis c'est ça qui me donne le goût de vieillir aussi, m'engager. Absolument. Là, ça fait quoi, 17 ans à peu près que tu peins, Adèle? 17 ans à peu près? 17 ans. Tu as réalisé beaucoup de choses. Cette exposition-là en est la preuve. Puis tu nous disais tantôt que tu voulais poursuivre dans cette voie-là, continuer à peindre des femmes, faire découvrir des femmes. Je bouge très peu parce que mon micro est chambranlant. C'est pour ça que je suis fixe comme ça. De quoi rêves-tu? Y a-t-il des choses que tu aimerais réaliser puis que tu perçois déjà? Parce que des fois, on réalise des choses puis c'est pas des choses qu'on avait anticipées. Mais as-tu des rêves? As-tu des souhaits? Veux-tu amener ton art ailleurs, à un autre niveau? Je suis pas tellement je fonctionne pas beaucoup par ambition ou par désir. C'est pas... Sans rien enlever à personne, je constate souvent que les artistes, ça va souvent être un jeu qui est très présent, qui est en avant-plan, puis c'est merveilleux parce que ça permet à des artistes d'aller sur des scènes devant des millions de personnes, pas être stressés ou de vraiment être grisés par cette énergie-là. Moi, je suis pas là-dedans. Ceci dit, j'ai énormément de plaisir à voir que la pétition circule. J'ai énormément de plaisir à voir des gens qui sont ici, qui sont intéressés, tout ça. Fait que c'est comme, juste chaque fois, c'est un peu un bonheur, un plaisir. Puis, c'est vraiment après ça, c'est toujours un peu spontanément. Ah, quel projet j'ai le goût de faire là? Il n'y a rien de planifié, il n'y a rien de linéaire. C'est vraiment toujours comme quand j'ai appelé le gars pour avoir le local gratuitement. Il y en a plein des événements comme ça où je fais juste comme, je vais prendre le téléphone. Puis là, je prends le téléphone. C'est comme ça que j'ai appelé Christine Beaulieu. Saisis les opportunités. Ouais. J'ai appelé Christine Beaulieu. Elle va peut-être vouloir participer à mon projet. Ah oui, tiens, non, elle dit oui. Puis là, je vais appeler une autre. Puis là, je vais continuer comme ça. Puis c'est que l'affaire, c'est qu'on rencontre juste des humains. Quand on se place dans la zone d'humain, d'énergie, il n'y a plus rien qui peut nous empêcher. Fait que c'est vraiment spontanément. On enlève des barrières. Ouais. Adèle Blais, artiste tout à fait engagée. Hein? Au sommet de son art, peut-on dire ça? Peut-être. Oui, peut-être. Je sais pas. T'es encore jeune, hein, pour être au sommet? Hein? Alors, c'est la fin, on arrive, hein? Ça va vite. Alors, on voudrait merci d'abord Adèle. Hein? Merci à nos collaborateurs, merci à Martin Dubé et son adjoint Sylvain pour le son.
Merci aussi au Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke de nous avoir accueillis cet après-midi. Merci aussi aux Radieuses Magazine qui nous soutiennent. Et merci à vous, les gens qui se sont déplacés malgré la pluie. Et si vous désirez nous faire parvenir des commentaires ou des suggestions, alors vous pouvez nous écrire à notre adresse info@desfemmescommevous.ca. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Merci Adèle. Merci Adèle.